CEAPS, Centre ésotérique des avatars philosophiques et spirituels, vous présente. Protection spirituelle. Donc, la pyramide colorée et teintée va renforcer l'action. Elle n'est pas indispensable. Alors, on a vu en quelque sorte comment préparer le pentacle. On va maintenant voir les rituels d'entretien pour un blason, pour un logo et pour un pentacle. Alors, pour le blason. Alors cet outil, la pyramide, peut être utilisé, bien entendu, à peu près à toutes les sauces. C'est-à-dire que ça va renforcer l'action, ça va renforcer les charges. Alors on peut mettre dessous aussi bien un pentacle, un cristal, un certain nombre de choses. Alors, pour le blason, donc blason personnel ou blason familial, en fonction de ce qui a été réalisé. Alors, nous avons un archétype qui sert de père, c'est-à-dire que l'original va servir d'archétype, donc de père aux copies que je vais faire de mon blason et que je vais coller. Mettons, je peux me faire des autocollants de mon propre blason, et puis je vais mettre des autocollants partout dans mon village. En chargeant l'original, je vais également répartir cette charge sur toutes les copies, sur tous les enfants de ce logo, de ce blason, pardon. Donc les copies bénéficient de la charge d'origine par écho. Alors l'archétype pour un blason est en général peint à la main sur un parchemin. Si vous commandez un blason à notre ami Didier, eh bien vous recevrez un original peint à la main sur un parchemin. Parchemin végétal. Parchemin végétal. Alors les copies peuvent être photocopiées. Alors un blason s'utilise de préférence en couleur. Il sera plus puissant, plus pulsant que si on en a la version noir et blanc. Rituel pour amplifier, pour charger un blason. Donc vous placez la peinture debout face au nord sur un petit autel. Alors face au nord, c'est-à-dire que vous placez votre table vers le nord et votre blason regarde, lui, vers le sud. Quand vous faites face au nord, vous regardez votre blason. Alors sur l'autel, vous pouvez mettre une petite nappe. Vous allez placer un brûle-parfum qui sera de préférence constitué par une pierre, par un galet. Donc évitez les brûle-parfums en matière en cuir, enfin tout ce qu'on trouve je dirais dans les magasins d'ésotérisme, et préférez aller chercher un galet sur une plage ou aller chercher une pierre dans une forêt. Du bois, non, parce que quand vous allez placer votre charbon ardent qui chauffe jusqu'à 800 degrés... C'est une forme de cône. Oui, alors pas les cônes, on n'utilise pas les cônes, on va le voir, on y vient. On n'utilise pas l'encens sous forme de cône ou sous forme de bâtonnet, parce qu'en général cet encens est collé sur le bâtonnet, donc vous brûlez, donc il y a des molécules de parfum qui sont dégagées, plus des molécules de colle. C'est de moins bonne qualité. On évite donc ça. Alors, on a besoin d'une pierre assez grosse qui soit isolante, sur lequel on va mettre un charbon ardent, qu'on trouve en magasin d'articles religieux. Ce charbon chauffe dans les 500 à 800 degrés, donc on a besoin d'un isolant thermique, qui se trouve la pierre, et par-dessus cette pierre, on va mettre notre encens. Alors, donc, le brûle-parfum, c'est une pierre. Vous aurez besoin également d'un cierge, de préférence un cierge en cire d'abeille pure, ou en cire liturgique. La cire liturgique, dedans, dans sa composition, nous avons 30% de cire d'abeille. Plus l'objet utilisé va être qualitatif sur le plan naturel, et plus on va pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Alors, donc vous avez sur votre petit autel, dans un coin d'une pièce, votre blason. Évitez de placer ça dans votre chambre, parce que si votre blason pulse de manière particulièrement énergétique, vous aurez du mal à dormir. Ça va vous perturber. Donc c'est pour ça que l'oratoire est toujours dans une autre pièce. Une fois par semaine,
vous vous asseyez devant votre blason, vous allez vous concentrer légèrement sur lui, vous allumez le cierge et vous faites brûler, donc sur un charbon, un mélange d'encens et de myrrhe. Donc sur le charbon, vous faites brûler un mélange d'encens et de myrrhe, mais sous forme d'huile essentielle et non pas sous forme de granulés. Donc on évite les bâtonnets, on évite les cônes et on va même jusqu'à éviter les granulés. On se fournit de préférence en huile essentielle, mélange d'encens et de myrrhe. Alors, justement, selon la nature de votre blason, les proportions peuvent être différentes. Et là, c'est à chacun de ressentir. Un blason qui sera plus signé de la matière aura une proportion plus importante en myrrhe. Un blason qui sera plus signé spirituellement aura une proportion plus importante d'encens. Donc l'huile essentielle d'encens et l'huile essentielle de myrrhe uniquement. Vous trouvez ça non pas en magasin ésotérique mais plutôt en pharmacie. Pharmacie. Les huiles essentielles, oui. Il vaut mieux des huiles essentielles. Comment? Même d'encens. Oui, l'huile essentielle d'encens. Ça existe. Oui, oui. Alors c'est beaucoup plus qualitatif parce que dans l'huile essentielle, on a le nectar de la plante, on a la partie la plus sensible, la plus subtile. En pharmacie, en diététique, on risque de trouver des huiles coupées. Là, on voudrait des huiles à usage médical, non pas pour boire les gouttes, mais pour brûler quelque chose de la plus grande qualité possible. Donc c'est pour ça que je préfère me fournir en pharmacie. Comment? Pas dans toutes les pharmacies, non. Non, mettons, si vous avez une grande pharmacie qui fait herboristerie, qui fait laboratoire un petit peu, bon, là, vous aurez plus de chances à trouver. Mais c'est pas dans toutes les pharmacies, ou alors il faut qu'il commande. Une fois, j'ai un monsieur, il m'a dit, bah oui, moi, mon pharmacien m'en a commandé pas 1 litre, mais 1 demi-litre. Bon, alors vous en avez pour toute la vie, là. Surtout que ça coûte assez cher l'huile essentielle, donc inutile de... Un 30 millilitres, vous en avez pour, je sais pas... 30 minutes jusqu'à demain. 600. Oui, c'est assez cher. Par contre, on en a besoin que de quelques gouttes. Plus cher que d'autres. La vraiment bonne, elle vaut cher. Alors, donc vous faites brûler un petit peu d'huile essentielle. Alors, quand on me parlait du mélange, si vous avez décidé de faire 50% de chaque, 50% d'encens, 50% de myrrhe, vous continuez votre pourcentage. Vous ne changez pas en cours de route. Hein, parce que le blason, lui, va s'habituer à ces 50%. Donc, si après vous le changez, vous lui mettez que de la myrrhe ou que de l'encens, c'est mieux d'utiliser toujours le même parfum qui est la même odeur. Vous allez ensuite, quand vous avez commencé à allumer votre bougie, à faire brûler votre première nappe d'encens, prononcer plusieurs fois de suite le nom secret du blason et vous l'appelez avec amour. Vous appelez les forces du blason et éventuellement vous demandez la protection désirée. Alors, soit vous l'appelez simplement pour le remercier que la semaine s'est bien déroulée et puis après vous refermez les plans et vous terminez, soit vous l'appelez et vous lui demandez quelque chose. Mais vous faites votre petit rituel d'entretien régulier toutes les semaines. Ne faites pas un rituel trop long. Parce que dans cet entretien, votre blason, après, si vous oubliez, vaut mieux que vous commenciez par un rythme d'une fois tous les 15 jours, plutôt que de faire ça tous les jours et après d'arrêter, parce que votre blason, il va se trouver en manque. Donc, inutile dans ce genre d'opération de faire quelque chose de trop contraignant. Parce que si vous le faites une fois par semaine, vous voulez une protection solide, puissante, vous faites votre rituel une fois par semaine, vous le faites une fois par semaine pendant les 25 prochaines années. Donc, pensez à terme. C'est pas indispensable de faire un rituel à son blason. Par contre, ça va amplifier, bien sûr, bien entendu, sa puissance. Donc, vous demandez éventuellement la protection désirée, et puis vous remerciez et vous refermez les plans. C'est-à-dire que vous décidez que le rituel est à présent terminé. Oui. Une quinzaine de minutes, on dirait. 15 minutes, 10 minutes, 10, 15 minutes, 5 minutes, on ne fait pas trop. C'est un petit entretien, un petit geste d'amour léger, mais pas trop
pas trop rentrer dans une... Et puis vous pouvez très bien utiliser votre blason sans ce rituel. C'est fait plus pour amplifier, pour quelqu'un qui veut vraiment travailler un blason sous son aspect protecteur. Vous pouvez réaliser exactement la même chose, mais mettre le blason, dans ce cas, sous une pyramide colorée. Et après, vous retirez votre blason. 24 heures. Comme vous sentez, vous pouvez le laisser 24 heures, vous pouvez le laisser 10 minutes. Il aura la même valeur. Ah bah plus vous laissez longtemps, plus ça charge. Non mais je veux dire la différence entre le faire le rituel Avec- soi-même et le avec- faire le travail par la... Personnellement, j'aime bien mettre de temps en temps la pyramide parce que ça renforce l'action. Ça stabilise, ça renforce, ça architecture sur le 36. Mais pour un blason, on aura moins besoin de la pyramide. Hein, donc vous la mettez, vous l'enlevez. Le problème pour un blason, c'est qu'un blason, ça vous est quand même livré sous une forme 21-29-7. Donc il faut une grande pyramide pour le mettre dessus. Mais déjà, le tout petit rituel simple que je vous ai donné est suffisant. Parce que le blason, il sera plus alchimique. En fait, ce que vous attendez de votre blason, c'est une protection, et c'est qu'il vous donne l'oracle. Qui suis-je? Alors, c'est surtout ça qui va être Ça important. peut être une bonne demande. Je crois que dans un rituel, la demande la plus intelligente, c'est de demander la sagesse pour soi-même. Et le roi Salomon qui demandait la sagesse, en plus, on lui a donné la puissance dans la matière. Mais lui, il réclamait la sagesse. On fait toujours des rituels pour demander des biens matériels. Oui, ça peut exister, ça peut fonctionner dans certains cas, mais c'est, je pense, une bien meilleure démarche de demander d'être inspiré, d'avoir la sagesse, de comprendre, d'avoir la connaissance, d'éviter certains pièges, etc. Alors, blason, donc, c'est un rituel simple, petit, mais qui va être efficace. Maintenant, les rituels pour les logos. J'ai donc mon logo d'entreprise. Alors là, ce que je vais vous décrire, c'est un logo qui est utilisé pour l'entreprise qui vend les fameux chauffe-eau solaires. Donc c'est un rituel traditionnel, mais dont nous avons constaté les effets. Il y a toujours un archétype qui doit être peint à la main. Donc, quand on livre un logo à une entreprise, on lui livre en général sous forme de disquette informatique ou sous forme de CD-ROM, de manière à ce qu'il puisse donner ça à son imprimeur. Donc, le chef d'entreprise va prendre un pinceau, un parchemin, et va reproduire lui-même à la main son logo. De manière également à en prendre possession, à le personnifier. Alors, comme on a dit déjà pour le logo, plus les copies sont nombreuses, plus elles soutiennent leur père, c'est-à-dire leur archétype qui sera peint. Et plus elles vont soutenir l'entreprise par lui-même. Alors, un logo, ça doit se mettre sur toutes les factures, sur toutes les publicités, sur tous les papiers en tête, sur des autocollants. Donc notre ami amène lui l'idée de faire des autocollants avec son logo, de distribuer cet autocollant à la kermesse à des enfants. Sur les cartes de visite alors. Sur les cartes de visite, partout. Voilà. Ça protège et en même temps ça nourrit le logo. Donc les gamins, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont eu les autocollants? Ils ont été les coller partout, sur la voiture à papa, sur le frigidaire à maman, sur... Donc ça a fait autant de bouches qui vont pouvoir se nourrir un petit peu partout. Quand nous sommes 5 millions devant notre poste de télévision à regarder le logo des usines Renault, eh bien nous sommes 5 millions à émettre une toute petite graine énergétique, mais une toute petite graine énergétique, on ne se rend même pas compte, ça ne nous dévitalise pas. Par contre, cette petite graine multipliée par 5 millions, ça charge l'égrégore. Donc un logo, il doit être vu. Alors sur les autocollants, sur les affiches, sur les produits vendus, sur les véhicules, sur les t-shirts des employés, partout. Alors en général, pour un logo, il y a une charge de départ qui est réalisée par le concepteur. C'est-à-dire que le concepteur du logo va préparer ce logo, et il va lui mettre sa première charge énergétique, donc la première tétée du nourrisson. Un entretien
régulier peut également être réalisé par le concepteur. C'est-à-dire qu'après, on est en face d'une entreprise qui a un potentiel, qui a un budget publicité ou un budget logo, qui va investir. Et en fonction de cet investissement, un certain nombre de choses peuvent être réalisées. Mais, je dirais, l'entretien le plus important sur le plan du fonctionnement va être réalisé par le pilote, c'est-à-dire par le chef d'entreprise. Donc il est important que ce chef d'entreprise comprenne les règles de la manipulation occulte de cet instrument et y participe. C'est lui le pilote qui va tourner le volant à gauche ou à droite. Le concepteur du logo, c'est le mécanicien qui va entretenir la voiture ou qui a fabriqué le moteur. Mais c'est pas lui qui va le piloter. Donc l'entrepreneur doit réaliser un travail régulier. Alors déjà, il est fortement conseillé que l'archétype du logo soit logé 24 heures sur 24 sous la pyramide, ou sous une pyramide avec ces proportions-là, de manière à ce que, si on veut du résultat, bon là je vous donne un rituel maximum, mais encore on peut faire mieux. Ensuite, une fois par semaine, à chaque phase lunaire, donc à chaque changement de lune, nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier. Donc ça tombait à un moment à peu près tous les vendredis ou tous les samedis. Comme il s'agit de biens plus matériels, on va travailler avec la lune. Donc une fois par semaine, à chaque phase lunaire, quand la lune est levée, donc quand on la voit dans le ciel, le chef d'entreprise va réaliser donc un rituel nocturne en extérieur. Il sort sa pyramide avec le blason en dessous pour bénéficier donc des rayons lunaires directs. Le rayon de la lune doit tomber directement sur le logo qui se trouve dans la pyramide pour bénéficier d'un impact, d'une alimentation énergétique plus importante, plus forte. Alors bien sûr, il faut que la lune soit levée et bien visible quand on est en pleine lune, en nouvelle lune et en dernier quartier. Quand vous êtes en nouvelle lune, la lune sera quasiment invisible. Donc il faut qu'elle soit levée quand on est au premier quartier, pleine lune et dernier quartier. Et si le temps est couvert Alors si le temps est couvert, ce sera moins bon, mais on va quand même sortir en extérieur. S'il pleut, est-ce qu'on doit faire son rituel dehors? Parce que les gouttes de pluie vont éteindre la bougie, les charbons, etc. À ce moment-là, on essaye de se mettre derrière une fenêtre. Mais il serait bon de calculer que la lune est présente derrière les nuages. On met ça sur le stable. Oui, on va sortir en fait. Je vais sortir. Ma pyramide, elle est dans un coin protégé. Et puis quand je vais faire mon rituel, je prends ma pyramide avec le blason, puis je m'en vais dehors avec. Et je vais la poser en pleine lumière lunaire. Alors ceux qui habitent en ville, ils sont pas gâtés. Ceux qui habitent en ville, c'est un petit peu plus compliqué. Donc il faut voir sur le balcon, sur la... tout dépend après de la taille de l'entreprise. Si le chef d'entreprise il veut vraiment que son opération fonctionne, il prend sa voiture, il va un peu plus loin dans la campagne et il fait son rituel. Voilà. En général, une entreprise qui se fait un logo et qui va fonctionner de cette manière-là a les moyens de partir une fois par semaine à la campagne. Parce que bon, ce genre de système, c'est pas, c'est des choses. On va pas faire ce genre de système pour une petite boulangerie ou pour un magasin, d'alimentation ouvert le dimanche. Quoique, si c'est un centre Leclerc, c'est sûr qu'un logo, ça peut être intéressant, mais Leclerc sera peut-être pas d'accord. Alors, on va mettre notre pyramidion, notre petite pyramide, face au nord. Nous allons utiliser 2, 3 ou 4 cierges. Alors on va regarder quelles sont les couleurs du logo. Et puis on va dire, bon là, ce logo-là, il y a 3 couleurs. Rouge,
bleu, vert. Donc je vais mettre 3 bougies. Celui-là, bon, il y a 3 couleurs aussi, mais différentes. Je peux mettre une bougie rouge ou 3 bougies rouges puisque j'ai un triangle. Celui de là-haut, je peux mettre 4 bougies. Une bleue, une jaune, une rouge et une verte puisque j'ai les 4 couleurs. Donc on adapte le nombre de bougies, les couleurs des bougies. Alors si j'ai un logo en noir et blanc, je ne vais pas utiliser de bougie noire. Je sais pas, j'ai une réticence, c'est peut-être de la superstition, mais je préférerais utiliser des bougies blanches. Alors soit 3, soit 4, pourquoi pas si on a un octogone 8 ou 4. Ça doit se ressentir, le rituel se monte en fonction de l'entreprise. Alors, les préparations habituelles doivent être respectées, c'est-à-dire être habillé avec des tissus non synthétiques, éviter les collants en nylon, etc., etc. Il vaut mieux être propre quand on fait son rituel. Évitons les métaux, les bagues, les bijoux, les colliers, les montres, etc. Et le rituel se fera toujours pieds nus. Alors, bonne question, est-ce qu'on garde le médaillon ou pas? C'est à discrétion de chacun. Bien sûr, nous dit Francis. Alors ensuite, nous allons nommer le logo avec son nom secret après l'allumage du charbon et des bougies. Alors le nom secret nous sera donné par le concepteur du logo. Il va nous dire voilà, il s'appelle comme ça. Maintenant, on fait de cette manière-là, de manière à éviter les détournements du logo. Alors c'est pareil ce qu'avait fait notre ami là, sur ce logo-là. Il faisait les rituels avec ses 2 copains. 3, c'est pas mal. Ils étaient 3, c'était bien. En plus, il y en avait un qui faisait que des respirations. Il s'est dit, lui, il va. Le problème, c'est que celui qui faisait que des respirations, à un moment, il s'est dit, mais attends, moi, je travaille pour mon collègue, moi. Je devrais me détourner son logo, le récupérer pour moi. Ah ben. Et il a commencé à lui détourner son logo. Ah mais. Alors, oh, il l'a fait. Il l'a fait. Il a fallu qu'on rectifie le tir. Et comme le problème, c'est que comme dès le début, ils avaient commencé les rituels à 3 sur ce logo, mais le logo, lui, il avait 3 patrons. Donc, quel était celui qui a pris le commandement? C'était le plus puissant, celui qui faisait le plus de respiration. Donc lui, il a suivi celui qui lui paraissait le plus costaud. Mais c'était pas le vrai patron. Donc il a fallu rectifier le tir, et après ils étaient plus que 2 à faire des rituels sur ce logo-là. Et le problème, c'est que le deuxième, il a fait pas tout à fait la même chose, mais après il s'est complètement désolidarisé. Et le problème, c'est qu'ils ont eu accès au rituel, au mot de pouvoir, etc. Donc ça a provoqué des petits désagréments. Donc il a fallu rectifier un peu le tir pour tout recanaliser. Oui. Est-ce qu'on peut laisser, une fois l'entreprise terminée, une retraite, est-ce qu'on peut laisser un logo comme ça dans la nature? Voilà, alors si le logo a bien fonctionné, l'entreprise a prospéré. Donc à la limite, je pars à la retraite, mais j'arrête pas tout. Je vends mon entreprise. Oui, mais si j'ai une entreprise qui fonctionne bien, je veux partir à la retraite, je vais vendre mon entreprise. C'est tout chef d'entreprise fait ça. Donc je vais vendre mon entreprise, alors je vais vendre ou céder l'entreprise avec son logo. Et de préférence, je vais essayer de céder mon entreprise à quelqu'un qui va comprendre l'utilisation du logo et qui va pouvoir continuer le logo va accepter la pérennité. Le logo va accepter dès l'instant où on va lui faire les présentations d'usage. Et vous allez lui dire officiellement, bon ben voilà, maintenant c'est Hector qui va s'occuper de l'entreprise, c'est Hector qui va s'occuper de toi, etc. Et vous pouvez à ce moment-là, vous, devenir le conseiller un petit peu invisible de l'entreprise. Et continuer à toucher un petit salaire pour vos conseils. Et s'il n'y a personne qui se... Alors, si l'entreprise, bon, on veut l'arrêter, on n'en veut plus. Eh ben, le logo, il va rester, il deviendra inactif, je veux dire, il va passer à la retraite. Ce sera un être comme un petit golem, comme un égrégore qui sera quand même à votre service, mais qui passera à la retraite, donc que l'on nourrira de manière beaucoup moins Et chaque forte. fois se nourrir lui-même, éventuellement avec des chemins qui sont déjà créés.
Avec les chemins, de toute façon, avec les chemins qui sont créés, il va se nourrir. Mais en général, si le logo a bien fonctionné, l'entreprise a tellement prospéré qu'on ne va pas l'arrêter. Donc lui, ça va continuer. Mais il y a un moment où on peut avoir une chute. Il y a un moment où on peut également décider à ce moment-là rituellement de la destruction du logo. Mais à ce moment-là, bon, on peut le détruire, bien sûr. Mais à ce moment-là, bon, il y a des... Je dirais, il faut que le concepteur vienne redémonter le moteur. Hein, c'est comme quelqu'un qui vous vend une machine. Bon, une fois que vous ne voulez plus de cette machine, on ne va pas la laisser pourrir dehors, on va aller la mettre au ferrailleur. Donc on va redémonter le système qui a été monté. En général, ça ne se produit pas tellement. Oui. Je voudrais savoir s'il y a fusion entre deux grosses sociétés. La première avait son logo, la seconde ne l'avait pas. C'est la seconde qui absorbe la première. Comment ça se passe? Il faut autant que possible conserver le logo. Parce que le logo, une fois qu'il sera lancé, va être responsable d'une partie de la réussite de l'entreprise. Si on retire le logo, l'entreprise ne sera plus nourrie de la même façon. Donc les clients n'auront plus envie de venir, il n'y aura plus de protection, on retire les boucliers et ce sera plus difficile à continuer. Est-ce que c'est l'ancien patron qui continue à alimenter le logo ou le nouveau? Comment ça se passe là aussi dans ce côté-là? Il faut voir le cas de figure. Voilà. Mais à la limite, quand on a un logo actif, c'est plutôt cette entreprise-là qui va absorber l'autre. Et lui, il va dire, attends, moi je veux bien qu'on fusionne, mais je mets mon logo. Pourquoi? C'est pas la peine. Si, moi je suis superstitieux, je veux garder mon logo. Et vous conservez le logo. Mais le logo, lui, en fait, est surtout attaché à l'entreprise. Hein? Bon, si l'entreprise avait un dépôt de bilan, destruction, etc., ça veut dire que le logo n'aurait pas été très puissant, n'aurait pas assumé sa tâche, et à ce moment-là, il disparaît avec l'entreprise. Parce que lui, pour le logo, l'entreprise, c'est son corps physique. Si le corps physique disparaît, le logo plonge avec. D'où l'intérêt pour le logo de faire son travail correctement. Alors, donc, on appelle le logo par son nom secret. Voilà. On nomme le logo après l'allumage des cierges, etc. Vous allez ensuite faire brûler de l'encens et de la myrrhe en proportion, dans les proportions qui vous ont été données. Donc là, comme il y a une trame alchimique ou une trame symbolique derrière, on a des proportions. Donc vous devez faire en proportion vous devez faire en proportion de ce qui a été décidé. Donc on fait une nappe d'appel. L'encens est toujours destiné en fait à appeler, à créer une bonne odeur pour qu'on ait envie de venir. Pourquoi les parfums utilisés par les êtres humains? Tout simplement pour qu'on trouve qu'on sent bon. Là c'est exactement pareil. Vous faites brûler de l'encens pour que l'égrégore dit ça sent bon. C'est comme les odeurs de cuisine. Hein, c'est bientôt midi, on commence à avoir faim, ce sont de bonnes odeurs de cuisine, on est attiré, on vient. Mais oui. C'est un petit peu difficile quand même de faire brûler des bougies à l'extérieur, ça dépend des endroits où on se trouve. Voilà, ça dépend des endroits où on se trouve, ça dépend du temps, ça dépend du vent, ça dépend... on fait au mieux. Si on ne peut pas faire le rituel en extérieur, on le fait en intérieur bien sûr, mais on le fait. Il est excessivement important pour un logo de respecter le rythme. Et quand on part en vacances, on l'emmène, il faut continuer à faire... et un chef d'entreprise qui commence à constater des effets avec son logo, il va avoir très envie de continuer. Et de ne pas rater une seule phase de lune. S'il comprend, s'il voit, s'il constate les choses. En sachant qu'il y a deux types de chefs d'entreprise. Il y a le chef d'entreprise qui achète un logo, qui le met dans un tiroir, et puis 6 mois après, il nous appelle en disant « ça ne fonctionne pas ». Je dis « mais oui, mais l'avez-vous utilisé ?» Et puis il y a l'autre qui va l'utiliser, et donc petit à petit, il va en voir les effets. Je me rappelle une fois, on avait fait un logo très intéressant, un beau logo pour une discothèque. C'est-à-dire, discothèque, c'est un lieu de perdition. Bon, justement, on peut essayer d'amener là-bas de bonnes vibrations. Donc, j'explique au chef d'entreprise qu'il faut mettre le logo partout et que le logo doit être à l'extérieur de la discothèque pour que les gens qui passent dans la rue voient le logo et aient envie de rentrer dans la discothèque. Lui, il a fait la chose inverse. Il a tapissé l'intérieur de la discothèque avec son logo. C'est bien, comme ça les clients qui étaient déjà entrés avaient envie de rester. Mais le problème, c'est que
c'est pas comme ça qu'une entreprise fonctionne. Une entreprise fonctionne en gagnant des parts de marché, en allant chercher d'autres clients à l'extérieur. Bon, alors il a été déçu du fonctionnement parce qu'il l'a mal utilisé. Donc un logo, c'est un outil performant, mais comme tout outil performant et technique, il nécessite des règles d'utilisation précises. Alors, on fait brûler notre encens et notre myrrhe, et on va appeler, on va psalmodier ou chanter les voyelles correspondant à notre logo, un petit peu comme un mantra. Je sais pas, il s'appelle Zébulon, alors on va dire Zébulon, Zébulon, Zébulon. Et puis, à un moment, vous allez, au bout de 5 ou 10 minutes, faire une demande d'aide ou d'action précise. Alors ça peut être protection, ça peut être intervention de l'égrégore sur la signature d'un contrat, ça peut être de bloquer un concurrent qui est en train de vouloir venir nous faire du mal, ça peut être une multitude de raisons. Mais plus le temps va passer, plus notre logo va pouvoir avoir des actions précises, concrètes. Bon, il y a un certain nombre d'expériences qui ont été tentées par l'ami qui utilisait ce logo. Lui, à son logo, il lui a demandé mais tout et n'importe quoi. Et la chose la plus étonnante, c'est que la plupart du temps, le logo a répondu présent. Alors, bon, on rentrera dans quelques détails après. Alors, nous avons fait brûler notre encens, notre myrrhe, et nous avons psalmodié les voyelles. On demande une intervention précise. Nous remercions ce logo et nous fermons le rituel. Alors, fermeture du rituel, ça peut être par une action quelconque, mais vous décidez qu'une fois que vous avez fait votre demande, vous remerciez le logo et vous lui dites maintenant, le rituel est terminé. Alors, en général, il est préférable, après la terminaison du rituel, de laisser le logo sous sa pyramide, à l'extérieur, à la lumière lunaire, jusqu'au lendemain. Vous laissez les bougies continuer à se consumer. Alors bien sûr, pas faire ça dans une forêt, pas faire ça avec des risques d'incendie à côté. Toutes les règles doivent être respectées. Mais vous laissez les choses telles quelles. Alors, ce monsieur, donc, qui avait ce fameux logo suractivé, avait mis des bougies dans des gros bougeoirs en verre épais qu'on trouve dans certains supermarchés. Et plusieurs fois de suite, il a retrouvé ces bougeoirs fendus en deux. Bon, alors on a réfléchi. On dit au début, ça peut être un bougeoir qui a un défaut de fabrication. Bon, il fait froid. S'il avait gelé pendant la nuit et puis qu'il avait fait soleil, ça aurait pu, etc. Alors on a retourné les choses dans tous les sens, mais comme c'est arrivé quand même 5 ou 6 fois, on a fini par se dire que c'était sans doute la saturation énergétique du logo qui s'exprimait de cette façon-là. Donc il avait entendu la demande et floc, il fendait ces bougeoirs. Pourquoi il était bougeoir En verre, en gros verre épais là. C'est une tarif aussi. Je crois que c'est la chaleur. Oui. C'est la chaleur de la bougie. Peut-être la chaleur de la bougie, je ne sais pas. C'est arrivé plein de fois sans qu'il y ait sans même rituel. Mais souvent, logiquement, on a fait des essais sur ces types de bougies. Les bougeoirs avaient tenu le choc pendant beaucoup de rituels avant qu'elles se mettent à se fondre. Alors, explication naturelle, moi je préfère toujours une explication logique ou autre chose. Bon, de toute façon, ça a renforcé sa croyance dans son logo et ça a fonctionné d'autant mieux. Parce que ça fonctionne d'autant plus, on y croit. Alors, on ferme son rituel et on récupère l'ensemble le lendemain. Alors, avez-vous quelques questions là sur la manipulation du logo? C'est toutes les semaines. Pour un logo, une fois par semaine. Même quand le cycle de la Lune est descendant Oui, 4 fois dans le mois en fait. Oui, il y a ce logo là. Comment? Il faut nourrir l'égrégore. Il faut
il se nourrit par toutes ces bouches qui sont partout. Donc c'est pas tellement sa nourriture là qu'on va lui donner, c'est plutôt les friandises et la demande correspondant à ces friandises. La nourriture, il la prend sur le collectif. Est-ce que le fait qu'un égrégore prenne de la nourriture sur le collectif, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus ou moins noir? Est-ce bien ou mal? Oui, ça c'est le problème. Le problème, c'est que tout fonctionne comme ça. Dès l'instant où il y a une image, dès l'instant où il y a un logo, dès l'instant où il y a une photo, il y a des charges d'énergie qui vont s'y placer. Donc c'est une fonction naturelle qui va être mieux utilisée, qui va être un petit peu amplifiée. Le drapeau français, bleu, blanc, rouge, est un logo. En plus, c'est un logo ésotérique, puisque le bleu, en fait, c'est un bleu foncé qui correspond au noir alchimique. Le blanc, c'est l'œuvre blanc, et le rouge, l'œuvre rouge. Donc on pourrait presque dire que le drapeau français, c'est le noir, le blanc, le rouge, donc les œuvres alchimiques. Mais le noir est dessiné en bleu. Le corbeau, c'est le corbeau bleu qui après, etc. Donc un symbole d'un pays est automatiquement chargé. Si vous avez la photo du président de la République dans toutes les mairies, vous avez un phénomène d'égrégore qui se bat, etc. Alors autre problème, quand l'égrégore est lancé, quand la machine est lancée, bien entretenue, le chef d'entreprise va demander des choses X ou Y qui seront toujours dans l'intérêt de l'entreprise, qui sont dans l'intérêt matériel. Il peut aussi y avoir un danger. Est-ce qu'on reste dans une magie, enfin, dans des demandes purement blanches, purement noires? S'il demande de combattre notre entreprise, il y a quelque chose. Bon, la technique des égrégores est une technique qui n'est ni blanche ni noire. C'est une technique qui sera en fait, voilà, qui fonctionne, qui sera en fait colorée par la nature profonde, par la nature spirituelle du chef d'entreprise. Le drapeau nazi, c'était un logo fait selon une certaine symbolique et qui a été utilisé d'une certaine manière. Alors, on va dire, si le chef d'entreprise qui a par exemple une grande surface demande à ce que toutes les petites épiceries soient détruites, c'est l'exemple cruel. Ah oui, c'est une caricature. Est-ce qu'il va y avoir un choc en retour? Quel est le bien et le mal dans l'histoire? Bon. Comment ça se passe? Est-ce que l'égrégore fonctionne tout le temps? Ah bah l'égrégore il va fonctionner lui. Bon, c'est ça le danger de ne pas forcément peut-être mettre un logo entre toutes les mains. L'égrégore lui va fonctionner dès l'instant où il est bien utilisé. C'est comme la technique de respiration que nous avons apprise ensemble. Avec, vous chargez d'énergie, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, mais après il y a un phénomène quand même de retour sur énergie. Le logo, il est soumis quand même à d'autres forces. Puisque, par exemple, si on prend le logo des confitures, il est calqué sur un arcane métaphysique. Alors, tant qu'il va être utile pour protéger l'entreprise et pour attirer les bonnes énergies sur les pots de confiture, pour donner envie aux gens d'acheter, ça fonctionne bien. Mais si la personne va décider d'utiliser ce logo pour attaquer le voisin, là, il y a quand même une trame métaphysique derrière qui, elle, va donner c'est comme un fusible qui, elle, va donner peut-être l'arrêt à un certain niveau de par cette trame positive. Mais si on a un logo, si on crée ensemble un logo qui ne ressemble à rien mais qu'on l'alimente, ce sera plus difficile à alimenter que ça. Mais si on l'alimente, eh ben, à un moment, il pourra donner des effets. C'est pour ça que n'importe quel groupe de prière obtient des effets. Que ce soit un groupe de prière dans le blanc, dans le noir, c'est pour ça que les sorciers obtiennent des résultats. Donc l'énergie, elle est neutre. C'est nous qui allons la qualifier. Mais il y a toujours un moment où ça arrive, où ça lutte contre une énergie supérieure. Bon, mettons, cette entreprise, elle se développe. Bon, mais il y a un moment où il y a également les égrégores naturels, les autres entreprises, qui vont mettre le haut là de manière naturelle, hein, par une espèce de loi d'équilibre, par une espèce de loi d'échange. Donc ça va permettre à ce chef d'entreprise, au lieu de ramer et puis de gagner 4000 francs par mois, eh ben, il va avoir une entreprise qui va bien fonctionner et puis il va peut-être gagner 30 000 ou 40 000 par mois. Bon. Mais il ne va pas conquérir le monde avec ça. Il va simplement mieux asseoir. Mais surtout, attention, pour répondre à la question, les deux fonctions du logo, c'est 1. Protection, 2. Bien-être
bonheur des utilisateurs. Point. On peut lui demander des actions ponctuelles, mais il y a certaines actions qui ne fonctionneront pas. D'attaquer, de détruire tous les petits commerces qui sont autour, sauf dans le cadre d'un logo construit pour ça, construit pour détruire. Mais à ce moment-là, il n'aurait pas cette forme-là, ce serait quelque chose de plus... celui-là, il est quand même, attention, il ne faut pas trop s'y frotter. Mais il y a la forme de l'Atlantica multipliée. donc il pulse, il y en a qui ont commencé à vouloir l'attaquer, bon, ils sont quand même un peu mal les doigts. Il est feu, ouais, il est signé du feu. Il est puissant. Il est puissant, et surtout, vous le ressentez peut-être encore plus puissant parce qu'il est bien utilisé. Donc, automatiquement, il rayonne, il a quelque chose. Alors, il est bien utilisé, il fonctionne bien, et en plus, il vend un produit naturel, chauffe-eau solaire, ça pollue pas. Donc, c'est sympathique. C'est bien. Donc, il va avoir les aides, peut-être, un petit peu plus spirituel que ne va pas avoir un autre logo qui sera plus dans la matière. Parce que ça ne pollue pas ce système-là. Donc ça, de toute façon, c'est l'avenir. Donc lui, il va avoir l'appui des arches. Parce que en plus, c'est une entreprise qui vend un produit d'avenir, du solaire. Ce serait du nucléaire. Bon, il n'aurait peut-être pas l'appui des arches et le logo ne serait peut-être pas défendu parce qu'attention, c'est un petit peu comme le blason. Le logo, il y a des fois où il peut venir et il y a des fois où il ne vient pas. Donc il y a peut-être un blocage aussi à ce niveau-là. Il y a déjà des chefs d'entreprise qui ont demandé un logo, c'était non, sans savoir pourquoi. Mais il n'y avait pas la possibilité de le réaliser. Autre question sur nos logos? Celui qui fait le logo, comment il s'appelle? Didier. Non, Logoman. Logoman. Non, il s'appelle, comment ça s'appelle, un concepteur de logo, je sais pas, un designer ou un truc comme ça. Il y a pas ça dans le bouquin. Ah bah vous avez plein d'entreprises sur Paris qui font des logos. Ils font pas ça. Ça c'est la boîte secrète. Comment? Voilà, vous me téléphonez et puis si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un logo et qui est suffisamment intelligent pour l'utiliser correctement, à ce moment-là, on demande à notre ami symboliste s'il peut bricoler un logo correct. Alors, nous voyons maintenant notre médaillon. Alors, comme je viens de vous le dire, le soleil éclaire la lune, premier miroir, la lune éclaire le médaillon, deuxième miroir, et le médaillon sature, le médaillon qui est saturé redonne son énergie au porteur. Alors, pour recharger ce médaillon régulièrement, à chaque pleine lune, la nuit de la pleine lune, pas d'horaire, la nuit de la pleine lune, on peut y mettre un horaire, mais en général, on peut calculer le moment où la lune est le plus haut dans le ciel. Donc, je dirais une espèce de midi lunaire, quoi, quelque chose comme ça, au moment où elle est la plus haute. Facultativement, on peut faire cette opération un jour avant, le jour de la pleine lune, et un jour après. Donc à ce moment-là, 3 jours de charge ou 1 jour de charge. Vous placez votre médaillon. Un jour Alors, un jour, enfin, la nuit de la pleine lune, ou bien la nuit qui précède, la nuit de la pleine lune et la nuit d'après. Donc on en fait 3. Donc, une nuit ou 3 nuits. Alors, à la tombée de la nuit, alors là, on va éviter le rayonnement solaire directement sur notre médaillon. Pourquoi? Parce que le soleil a tendance à être trop fort au niveau énergétique. Pourquoi? Quand certains manipulent par exemple de la cire d'abeille, on évite que cette cire d'abeille ne voit la lumière solaire ou ne voit la lumière électrique. C'est de manière à conserver cette charge magnétique. Donc on évite la lumière directe du soleil. Mais bon, si vous portez votre médaillon, qu'il y a un peu de soleil qui va dessus, ça ne va pas le décharger. Mais on évite de l'exposer pendant 12 heures sous le soleil. Donc, vous placez votre médaillon à la tombée de la nuit, epsilon face au nord, c'est-à-dire le 5 face au nord, de préférence en extérieur. Et toujours avec le rayonnement direct lunaire qui doit passer dessus. Donc vous calculez l'emplacement pour que la lune l'éclaire.
le maximum de temps durant cette nuit. Alors, vous placez votre médaillon, si vous en avez la possibilité, sous la fameuse pyramide colorée. Si vous avez la pyramide colorée, vous pouvez laisser votre médaille un petit peu au rayon du soleil, parce que les vitraux vont en quelque sorte tamiser la lumière solaire et elle n'aura pas l'effet destructeur du magnétisme que l'on veut éviter. Donc vous pouvez mettre la pyramide par-dessus. Sinon, vous laissez votre médaillon sur un linge blanc, donc sur une petite table de jardin, en extérieur, en évitant qu'un coup de vent retire la nappe. Enfin bon, vous organisez au mieux. Donc vous vérifiez bien entendu que les rayons lunaires vont frapper, vont éclairer directement le médaillon. Vous allumez un charbon, donc toujours pareil, sur une grosse pierre, et vous brûlez une huile essentielle de qualité. Encens plus myrrhe. Encens quoi? Encens de Liban, en huile essentielle, et myrrhe. Vous pouvez calculer des proportions, pourquoi pas, en fonction de votre signe que vous avez tracé, ou des nombres qui sont les vôtres. Par exemple, si l'éther, donc on a deux parfums, l'encens et la myrrhe. Si on considère que l'éther et le feu sont sous le régime de l'encens, et que l'air, l'eau et la terre sont sous le régime de la myrrhe, eh bien on peut faire une première proportion en disant j'ai un nombre de l'éther, donc j'ai 4 nombres, donc je vais diviser mes proportions en 4. 25% j'utiliserai de l'encens, puisque c'est un nombre de l'éther, le 5 dans mon exemple. Ensuite 25% pour le 27, eh bien ce sera de la myrrhe. 25% pour le 2, ce sera de la myrrhe. Et 25% pour le 10, ce sera de la myrrhe. Donc dans l'exemple qui nous préoccupe, nous pouvons utiliser un mélange, un quart d'huile essentielle d'encens et 3 quarts d'huile essentielle de myrrhe. Oui. Une question, on va aller plus loin. Est-ce qu'on peut changer avec le carré magique? Oui. Oui, on peut. Après, Si on n'a pas de la pyramide. Attends, j'ai pas peut-être compris la question. Si on n'a pas de pyramide, Oui. on peut utiliser le carré magique. Oui, mais à ce moment-là, c'est comme si on mettait un linge blanc en dessous. Donc on va mettre le carré magique sur la table, Oui. le pentacle par-dessus, mais attention, le carré magique ne va pas bloquer les rayonnements solaires. Donc il faudra aller chercher le pentacle avant que le soleil ne se lève. Alors que si j'ai la pyramide, dessus, je peux laisser mon pentacle un peu plus longtemps et le récupérer le matin. Le linge blanc empêche que les rayons du Le linge blanc empêche rien du tout. C'est la pyramide qui empêche les rayons du soleil. Comment si on n'a pas de pyramide, si on met un linge blanc, il faut se réveiller avant. Il faut se réveiller, il faut mettre le réveil à 6h du matin. Donc à 18h du soir, si c'est là maintenant, vous sortez, vous mettez votre pentacle dès que le soleil est couché, et à 6h du matin, vous allez le rechercher avant que le soleil ne se lève. Quand vous dites pentacle, est-ce que c'est métal ou n'importe quel papier ou ce qu'on a? Alors la médaille, puisqu'on parle de la médaille, mais ça peut être aussi autre chose. Éviter, alors par contre, éviter tous les vieux pentacles qu'on trouve dans tous les vieux grimoires, parce que ce sont des choses qui sont pas forcément pleines de vitalité et qui peuvent être vampirisantes. Donc, nous allons de préférence utiliser ce graphisme, ou sous forme de rosace ou sous forme de carré, sur une médaille ou sur un parchemin. Vous pouvez très bien, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter le médaillon, vous pouvez peindre sur un parchemin animal ou sur un parchemin végétal, et vous l'utiliserez exactement de la même façon. Autre question? Non. Bon, on va continuer un petit peu. Donc, vous allumez le charbon et vous faites brûler une huile essentielle de qualité, éventuellement avec les proportions
que nous vous avons proposé. Ensuite, vous allez nommer votre pentacle en psalmodiant ses voyelles. Alors, on avait vu ici que nous avions A, O. Donc, vous allez le solliciter, vous allez le faire vibrer, vous allez le préparer. Ensuite, vous allez faire brûler à nouveau quelques gouttes d'huile essentielle de votre mélange pour bien lui emplir les narines. Alors, il n'est pas nécessaire de passer, comme dans certains rituels, votre médaillon dans la fumée de l'encens. Votre médaillon est posé à plat sur la table ou le carré magistral ou le linge blanc dont nous avons parlé. Et puis vous mettez un petit charbon devant, une bougie, et vous ne passez pas le médaillon dans l'encens. Vous le faites brûler simplement à côté de lui. Et ensuite, vous allez lui demander protection, sagesse, etc. avec humilité. Parce que vous vous adressez quand même à une représentation des arches gouvernantes notre monde spirituel. Alors, comme je vous l'ai dit à l'instant, vous laissez jusqu'au petit matin si vous n'avez pas de pyramide. Surtout évitez trop de soleil qui pourrait ôter l'aspect de charge magnétique de la Lune. Il va se charger en magnétisme lunaire pendant toute la nuit. Si vous laissez 2 heures en plein sous les rayons du soleil, le soleil va brûler le magnétisme lunaire. Donc on aura un effet... Comment ? Même sous la pyramide. Sous la pyramide, il n'y a pas ce problème-là. On peut laisser, si on fait la grasse matinée, qu'on ne travaille pas, qu'on travaille à midi, c'est pas grave. C'est pas grave, dès l'instant où il y a la pyramide. Oui. Je voulais savoir si sur la pyramide, on met à la même hauteur. Oui, alors oui, bien sûr. Donc la pyramide, vous mettez au tiers de la hauteur. Comme toutes les manipulations sous une pyramide, vous calculez le tiers de la hauteur, donc c'est pas mis à plat en bas, c'est mis au tiers de la hauteur. Ah oui. Donc, si vous chargez pendant 3 jours, et ben vous recommencez le lendemain. Et là, vous disposerez à ce moment-là d'un pentacle qui sera avec une tension maximale. Et déjà, si certains d'entre vous, en portant la médaille non exorcisée, non consacrée, non préchargée avec la respiration et non entretenue sous la lune, ressentent déjà quelques petits effets, ça veut dire que si vous vous amusez à faire tout ça, quand on a une bonne sensibilité, il y a des choses. Surtout que nous utilisons ici la science, donc là, une espèce de science de magie des campagnes, mais naturelle, saine. On n'a pas besoin d'invoquer tout un tas de déités, de choses bizarres ou particulières. Donc on utilise peut-être des bougies également. Oui. Alors vous mettez une bougie en cire d'abeille. Moi j'aime bien ce genre de bougie en cire d'abeille. Ou de bougies, vous bricolez un peu votre rituel. Voilà, si vous voulez les charger la bougie, vous chargez la bougie. Si faites votre petite cuisine personnelle. Alors, on va regarder maintenant quelques règles d'utilisation. Sur quoi compose le pentacle, le tiers de la hauteur? Alors, sur une colonne cristalline, en général, ce qui est le plus facile, c'est on prend un verre. Si on a une pyramide qui fait X centimètres, on regarde le tiers de la hauteur, on achète un verre à moutarde, un verre quelconque, et puis on le retourne. Une boîte d'allumettes. Non, parce que la boîte d'allumettes est opaque. Donc il est préférable d'utiliser quelque chose de transparent. Pour poser le pentacle sous la pyramide. Du bois, c'est pas... Le bois, c'est pas transparent. Donc, parce que vous avez... Donc un cube en verre. Un cube en verre, un verre à boire. Un verre à boire, c'est très bien, c'est transparent. Donc vous avez le socle, votre pyramide, et vous avez un verre qui va passer au tiers de la hauteur. Et là, vous placez votre outil. Et comme ça, vous aurez les rayonnements de la Lune
et voir s'il y a les rayonnements du soleil. C'est pas trop grave que nous fassions la grasse matinée, puisque le magnétisme sera conservé dans cette petite cathédrale colorée. Donc c'est une espèce de four magnétique, c'est une espèce de densificateur énergétique. C'est normal. Parce que tu l'as mis au milieu, pratiquement à hauteur. C'est parce que recevoir l'énergie, en fait, c'est la métaphysique. Ouais. Oui, c'est le point de la chambre du roi, c'est le point christique, bon, hein, etc. etc. La jonction est là, et la croix ancre des Égyptiens, vous passez de l'autre côté. Donc, quelques règles d'utilisation. Plus vous étudierez les lois du 36, plus votre pentacle sera efficace. Parce que vous comprendrez ce qui se passe. Donc, l'utiliser comme une médaille pieuse, c'est bien, mais c'est mieux de l'utiliser en tant que technicien, en tant que mécanicien. Deuxième règle, plus vous entretiendrez longtemps votre pentacle, plus il sera efficace. Donc aujourd'hui, certains d'entre vous en ont hérité, eh bien demain, dans 1 an, dans 10 ans, il sera de plus en plus efficace si vous vous en occupez. La nuit, il est préférable de le laisser reposer dans son écrin. Donc vous avez avec votre petite médaille une petite boîte, vous le laissez se reposer la nuit. Si vous avez besoin d'une protection nocturne pendant un laps de temps défini, vous pouvez placer votre médaillon sous l'oreiller et dormir par-dessus. Ça peut être également une expérience et vous pouvez faire des rêves curieux. Des rêves de géométrie, des rêves de couleurs, des rêves de sphères transparentes qui s'imbriquent les unes dans les autres. Enfin, ça peut agir d'une certaine manière. Bon. Si vraiment on en a besoin, on peut le garder en dormant. Enfin, on risque d'avoir des petites difficultés si on bouge un petit peu, si on se retourne, si on se met sur le ventre. Si le pentacle se met de travers, vous l'enfoncez dans l'estomac. En général, oui. Qui me parle de l'aide. Est-ce qu'on peut prier dessus? On prie quand on le sollicite, c'est une prière. Mais une prière du 36. Oui, voilà. Est-ce qu'on peut lister l'histoire de David? Est-ce qu'on peut? L'histoire de David. Non, c'est pas les bonnes prières. Lui, il lui faut des prières liées au 36. Donc, évitons de mélanger les choses. C'est ça, en fait. Prier. Voilà, mais c'est une question à répondre. Voilà. Prier dans ce cadre d'un pentacle, c'est pas répéter des textes déjà établis. Par contre, ce qui serait beaucoup mieux, c'est que vous fabriquiez, vous conceviez vous-même des psaumes en l'honneur de votre pentacle. Et à ce moment-là, c'est pas les psaumes de David ou Notre Père ou Je vous salue Marie que vous allez réciter, c'est le psaume que vous avez conçu vous-même ou la poésie. Et là, oui, dans ce sens-là, oui. Alors, plus cette poésie sera conçue sur des trames philosophiques et métaphysiques, plus ça attirera l'oreille des arches qui vous aideront. Alors, donc le jour, vous portez le médaillon plutôt à hauteur du cœur. Alors, soit plexus solaire, soit cœur. Comme il est relativement solaire, il va être en meilleure correspondance avec le cœur, qui est également un peu le cœur de vous-même, qui est le principe temporel. Votre cœur, c'est l'horloge qui est à l'intérieur de vous et qui décompte le nombre de battements restants. C'est un compte à rebours. Alors, bien entendu, il ne doit jamais être prêté, surtout si vous l'avez signé. Sauf cas exceptionnel. Un enfant malade, etc. Alors, autrement, pour être plus efficace, personne ne doit être au courant. Pour éviter les décharges énergétiques. Alors, ne pas être au courant, ça ne veut pas forcément dire ne pas faire voir son médaillon, c'est-à-dire plutôt ne pas dire ce que ça est.
ne pas dire que c'est un pentacle. Donc une dame peut très bien le porter sur un pullover ou sur un chemisier et ne pas expliquer de quoi il est question, ne pas expliquer à quoi ça sert. Mais dans certains cas, il vaut mieux le cacher. Hop. Alors nous, on a une chance, moi c'est qu'on a des fois des poches à nos chemises, donc à la limite, toc, on le met dans la poche et on ne le voit plus. Donc, la discrétion. Il a besoin d'affection, de mots gentils et d'amour pour être plus efficace. Donc c'est une espèce d'histoire d'amour entre vous et votre pentacle. Comme une femme. On peut le porter lorsqu'on fait un exorcisme. Oui. Il est nécessaire. Mais caché alors. Il est nécessaire de le porter quand on fait un exorcisme. Parce que justement, c'est une protection supplémentaire. Vous pouvez le porter en tant que croix pectorale. Et caché alors. Caché ou non caché, comme vous sentez. De toute façon, dès l'instant que vous l'avez sur vous, il va mieux protéger. Si la personne qui est en face de vous ne doit pas le voir, vous le cachez, sinon vous pouvez le laisser apparaître. C'est à discrétion de chacun. Mais bien sûr, quand on fait une opération, que ce soit un exorcisme, un désenvoûtement, du magnétisme, une thérapie quelconque, un professionnel qui va intervenir sur une personne souffrant de quelque chose, va porter son médaillon, de manière à éviter au maximum les transferts, de manière à protéger le cœur et le plexus solaire, pour éviter de prendre des charges à ce niveau-là. C'est le pectoral de Moïse, etc. Il y a toujours eu des croix au niveau du pectoral pour protéger. Si vous faites un rituel aux 36 arches, je vous conseille très fortement de mettre votre médaillon, parce que c'est de même nature. Et si c'est pas comme ça? Et bien, si c'est pas aux 36 arches, si c'est, mettons, vous faites un rituel à Belzébuth, surtout vous ne le mettez pas. On va voir le rituel du pentagramme. Le rituel du pentagramme, est-ce qu'on doit le mettre, est-ce qu'on ne doit pas le mettre? Je ne sais pas. Personnellement, je ne le mettrai pas. Ou alors je modifierai le rituel du pentagramme. Comment? Je modifierai le rituel du pentagramme pour l'amener à plus de ressemblance avec le 36. Dans le rituel du pentagramme, on commence par l'Est. Donc on fait 14, 23, 32, puis 5. On commence au nord. À ce moment-là, si j'adapte le rituel du pentagramme, je commence au nord. Bon. Et puis au lieu de dire, je ne sais plus, dans le pentagramme, Yod et Voé, par exemple, eh ben, on peut nommer le 5, le A de l'éther. Mais j'aurais cette tendance-là, à tordre un peu le rituel du petit pentagramme. C'est quoi? Alors, on en a encore 15 minutes à peu près. Mais bon, s'il y en a qui sont pressés, on peut... Là, on voit là c'est la fin, après on prendra les questions. S'il y en a qui sont pressés, bon, on a des fascicules, on vous les donne et puis vous les éclipsez. Voilà, bah non, parce que là j'ai à finir mon truc. Donc si quelqu'un a un train à prendre et est pressé, hop, il va voir Bernadette, il prend son fascicule et puis on lui dira, hein, donc tu me téléphones et puis je te dirai à la fin. Ouais. Mais tu vas voir que... Alors, inutile de porter continuellement un pentacle. Portez-le quand vous en avez besoin. Et comme tu disais, je crois tout à l'heure, il y a des moments où on a envie de le porter et d'autres moments où on a moins envie. Quand on a moins envie, on le laisse se reposer dans son écrin. Quand on a plus envie, on le porte. Si à une lunaison, on n'a pas envie de le charger, on ne le charge pas. Si on a envie de le charger 3 jours, on le charge 3 jours. On fait selon son intuition, selon son ressentir. Alors, un médaillon métallique peut être détruit dans le feu ou dans une eau courante. Alors dans le feu, vous le mettez, vous faites un grand feu dans un jardin, si c'est le vôtre, tant mieux. Et puis quand le feu est bien, ça a chauffé déjà depuis 1 heure ou 2 heures, vous mettez votre médaillon et puis vous remettez du bois par-dessus. Bon, il va rester une plaque de métal, bien entendu, mais je dirais toute la charge énergétique aura été détruite, aura été annulée. Ou alors, dans une rivière courante. Question? Une question un peu bizarre.
Si toutefois la personne qui a porté toute sa vie, une grande partie de sa vie, le petit ou le grand médaillon, vient à décéder, que sa famille voudrait garder un souvenir, est-ce que c'est convenable ou bien vaut mieux le détruire? Non, ça peut être... il serait mieux à ce moment-là de le transmettre. Il vaut mieux transmettre de notre vivant ce médaillon à un enfant, à quelqu'un. Bon, ou dire à ce moment-là, quand je décède, tu peux le prendre. On peut très bien être enterré avec. Alors, à ce sujet-là, je vous déconseille, sur le plan spirituel, d'être incinéré. Parce que l'incinération, ça détruit le corps physique, mais ça a tendance aussi à détruire l'âme. Donc ça va atteindre, ça va amputer notre corps de gloire que nous avons eu tant de mal à nous constituer. Donc il vaut mieux être enterré tranquillement dans un cimetière. Voilà, tu changeras d'avis, c'est tout. Il vaut mieux être tranquillement enterré dans un cimetière plutôt qu'incinéré à 2000 degrés. Parce que là, c'est pas des bûchers funéraires en Inde, c'est du 2000 degrés pendant 1 heure ou deux. Là. Donc là, ça réduit tout ensemble. Alors, pour le décharger, si vous avez été au combat et puis vous sentez que votre médaillon il a une charge négative, vous pouvez le décharger en lui faisant prendre un bain de charbon de bois. Donc un bain de charbon de bois, voire du gros sel, mais comme c'est du métal, le gros sel risque d'attaquer. Donc on évite un peu. Le charbon de bois, c'est très bien. Vous pouvez également l'exorciser gentiment, parce que comme il a une charge, si vous l'exorcisez trop fort, vous allez tout nettoyer. Donc il faut l'exorciser doucement, pour retirer la charge, mais pas retirer l'énergie qui est dans le médaillon. Alors surtout, ne pas le nettoyer à l'aide de produits chimiques. Si vous avez besoin de le nettoyer, préférez de l'eau ou un chiffon très doux. Les petits chiffons qu'on donne pour nettoyer les bijoux en or en fait. Donc un chiffon doux, surtout pas de miroir ou de choses comme ça. Pourquoi le nettoyer à l'eau salée? Pas nettoyer à l'eau salée parce que c'est corrosif, quoique il y a de l'or, mais bon. C'est corrosif l'or. Alors vous pouvez lui adjoindre, pour le porter, un petit cordonnet d'une matière naturelle, en cuir ou en coton, ou bien une petite chaîne en or. Donc soit de l'or, soit du cuir ou du coton. Pas de chaîne en argent, pas de chaîne en métal doré, etc. Pour que les énergies en fait ne soient pas dispersées. Donc comme on disait tout à l'heure, on peut le transmettre à autrui. Et les effets de ce type de protection seront en fonction du possesseur, en fonction de la pensée, de la recherche métaphysique. Aide spirituelle, paix de l'âme, soutien, ça va soutenir votre qualité. Donc ça va avoir tendance à embellir vos qualités personnelles et spirituelles. Donc ce pentacle sera sensible à votre sensibilité et à votre qualité spirituelle. Et vous allez me dire, oui mais moi j'ai un enfant, je ne sais pas si mon enfant est spirituel ou pas, il a tel âge, j'ai envie de lui faire porter le médaillon pour lui donner une protection. Un enfant peut porter une médaille dès l'instant où vous n'allez pas l'obliger à croire à des choses ésotériques, spirituelles ou autres. Donc les enfants, il faut les laisser croire ce à quoi ils ont envie de croire, sans trop les forcer. Alors je téléphone. En continuation. On les laisse croire ce qu'ils ont envie de croire, et quand ils ont 18 ans, à ce moment-là, on les laisse choisir. Il ne faut pas les pousser dans une direction, il ne faut pas les retenir non plus, parce qu'ils feront l'inverse. Un enfant qui est trop poussé dans la religion, très souvent, va être un anti-clérical quand il aura 18 ans. Et un enfant qui est au contraire élevé à la mode communiste, je n'ai rien contre les communistes, mais bon, pas tout à fait partie du même bord. Un qui sera élevé contre l'aspect clérical, vous pouvez être sûr que quand il va avoir 20-25 ans, il va vouloir se baptiser et puis voir rentrer dans les ordres. Donc on obtient toujours l'effet inverse au niveau d'un enfant.
Alors, utilisation professionnelle, on en a parlé un petit peu, c'est fait pour protéger le professionnel lors d'une intervention. C'est fait également pour vous protéger quand vous réalisez un rituel. Alors, je dirais même un médecin, un avocat, quelqu'un qui est confronté au public, donc qui par ce public va être aimé ou haï, a tout intérêt à porter sur lui une protection. Un juge, vous avez des fois des juges, ils sont obligés de juger, donc ils sont détestés par des centaines, par des milliers de personnes, parce qu'il faut toujours qu'ils tranchent un endroit, et dès l'instant où ils tranchent un endroit, eh ben, ils sont haïs par ceux qui considèrent que c'est pas juste, et ils sont aimés par ceux qui sont contents d'avoir gagné. Donc, il est au centre d'une espèce de combat émotionnel. À partir de là, porter une protection, ça peut être intéressant. Il y en a d'autres qui devraient porter des protections, mais ceux-là, on ne leur fera pas. Ce sont les huissiers que nous aimons tous, que nous portons tous dans notre cœur. Oui, les policiers aussi. Les policiers aussi, mais bon, à la limite, le policier est utile. Sinon, on ne pourrait peut-être pas faire de stage, on serait tous avec les... Alors, durant une messe, c'est une croix, donc on peut s'en servir de croix pectorale. Pourquoi pas, pour ceux qui étudient la théologie, mais portez votre médaillon quand vous êtes en famille, en groupe ou autre, et que vous étudiez à quelques-uns, parce que ça va vous aider. C'est un médaillon qui est destiné à vous aider spirituellement surtout, protéger, mais aussi vous donner les bonnes idées. Alors, on est professionnel et on veut faire un pentacle pour autrui. Alors il faut d'abord voir si cet autrui le mérite. Autrui mérite-t-il l'intervention des 36 âges, qui sont, elles, de nature purement spirituelle? Alors peut-être pas, parce que le 36 décide, lui, d'intervenir ou non. Nous avons déjà, dans le passé, réalisé des rituels, très rarement, mais quand même des rituels pour certaines personnes, pour aider. Dans certains cas, ça fonctionne d'une manière extraordinaire, et dans d'autres cas, on a beau répéter les rituels, rien. Il n'y a pas un iota qui bouge. Parce que là-haut, ils ont décidé que non. C'est pas nouveau, ça. C'est pas nouveau, non. Alors, également une chose très importante, les blocages émotionnels. Nos blocages émotionnels peuvent bloquer l'action pentaculaire. Je réalise pour moi un talisman pour gagner quelque chose. Et puis ça ne fonctionne pas. J'essaye, ça ne fonctionne pas. Et pourtant mon talisman est bien fait, pourtant il est bien chargé, etc. Mais si j'ai en moi un blocage émotionnel, par exemple je veux trouver un emploi qui m'apporte enfin un petit peu d'argent, pour que je sois tranquille et pas toujours attirer le diable par la queue. Je fais mon pentacle, je fais mon opération, je fais tous mes rituels et je n'obtiens aucun résultat. Peut-être ai-je un blocage psychologique en moi, peut-être qu'il y a une programmation dans mon inconscient qui me dit que être riche, c'est mal. Auquel cas, je peux toujours faire toutes les actions, tous les golems, toutes les démarches possibles et imaginables, je ne réussirai jamais. Parce qu'en moi, il y a quelque chose qui me dit qu'être riche, c'est mal. Alors, on a quand même 2000 ans de programmation judéo-chrétienne qui nous ont dit que c'était mal d'être riche. C'est pour ça qu'il faut donner à l'Église. Bon, mais le problème de cette programmation, c'est que c'est des fois inscrit dans nos cellules, dans nos gènes. Et à ce moment-là, il faut d'abord déprogrammer ce nœud énergétique pour que le pentacle de réussite financière, par exemple, puisse fonctionner. Donc là, c'est tout un art, en fait, de faire fonctionner ce type d'opération. Alors, pour enchaîner un petit peu là-dessous, il nous reste 5 petites minutes. Dans le prochain stage, en fait, qui est au mois de mai, là, nous allons tenter d'aborder justement un petit peu ce domaine, c'est-à-dire, je fais une opération magique, je n'ai pas de résultat. Pourquoi ? Souvent à cause d'un blocage émotionnel. Donc on va essayer de trouver dans ce prochain stage l'origine de nos blocages émotionnels et la façon de les déconnecter via en fait l'utilisation du 36 sous un aspect plus thérapeutique, c'est-à-dire
rituel du 36 pour aider à la guérison. Mais si je suis, par exemple, pauvre, c'est un exemple, ça peut presque être considéré comme un problème qui peut, on peut en trouver une guérison. Si on met le doigt sur le blocage. Par exemple, si dans ma petite enfance, mes parents étaient pleins d'amour envers moi, mais étaient tout le temps pauvres, eh bien, j'ai une espèce d'assimilation inconsciente entre le bien-être émotionnel et la pauvreté. Et inconsciemment, si jamais je gagne trop d'argent, j'ai peur de perdre l'amour des autres. Donc je ne gagnerai jamais d'argent, je serai toujours en difficulté. Bon, c'est un exemple, on peut trouver de multitudes de programmations négatives de cette manière-là. Donc, en essayant de débloquer ce genre de système, déjà en essayant de trouver où est le nœud, et après en essayant de le débloquer, eh ben, on a des opérations magiques qui fonctionnent mieux. On peut, de manière plus intensive, pratiquer sa respiration et avancer dans la vie de manière plus souple, je dirais. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur les quelques règles d'utilisation de notre médaillon spirituel? Questions? Tout le monde a tout compris? C'est extraordinaire. Alors, nous allons boucler là-dessus. Contactez CEAPS au 561 324 3957 38 26 54 90 47 19 77 27. Email CEAPS centre@commercial gmail.com.